Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Mon invité cette semaine est Khalil Mengad. Il est directeur de la stratégie responsable des relations institutionnelles auprès de Espace Saada. Cette entreprise immobilière dont le parcours en bourse est plutôt jeune, elle vient de s'introduire il y a 2 ans à peu près. Cela fait 4 ou 5 semestres qu'elle partage avec ses nouveaux actionnaires. Comment se comporte l'activité? Comment se comporte la société dans le contexte que l'on connaît pour le secteur immobilier au Maroc? Quels sont ses fondamentaux? Nous poserons la question à Khalil Mengad, à qui nous demanderons également de nous briefer sur les perspectives de la société à moyen terme, aussi bien au Maroc qu'en Afrique subsaharienne. حصريا عند سياش بانك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Khalil, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des nouvelles recrues de la Bourse de Casablanca. Je crois que vous clôturez votre 5e semestre à la Bourse de Casablanca, une entreprise dont le parcours est plutôt jeune. Et vous êtes arrivé en bourse dans un contexte qui était plutôt difficile pour votre secteur. Lors de votre introduction en bourse, la concurrence, cotée ou pas en bourse, passait par des moments assez difficiles. Vous êtes arrivé dans ce contexte. On voudrait d'abord, pour nos internautes, revenir sur le contexte dans lequel a été réalisée votre introduction en bourse. Alors, premièrement, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, effectivement, comme vous l'avez rappelé, ça fait un peu moins de 2 ans qu'on est coté. Donc, vous allez en convenir, c'est un âge encore jeune dans la durée de la bourse, clairement. Maintenant, effectivement, quand on a été coté, le momentum, en fait, était, on va dire, assez compliqué, avec un flux d'informations qui est peu positif sur les promoteurs, cotés et non cotés d'ailleurs. Ceci étant dit, quand on revient derrière, quand on regarde les résultats de l'instruction en bourse par rapport à cette levée de fonds, la totalité des demandes était de 3,8 milliards. Alors que ce qui a été proposé, c'était 1,1 milliard. Donc il y avait clairement un appétit pour résidence d'un Saada. C'est à peu près 4 fois. Presque 4 fois, 4 fois plus de demandes. Ces investisseurs, ils ont été convaincus par le track record de la société en termes opérationnels et financiers. Deuxièmement, par le futur et les perspectives de la société dans son marché. Et puis, évidemment, par la gouvernance de la société et la qualité de son management. Donc, clairement, c'était les principales choses qui ont créé cet appétit des investisseurs. Et ils ont eu raison, en réalité. Ils ont eu raison car Résidence Saada a délivré ce qu'elle a promis. En 2014, on a atteint 406 millions de résultats nets et en 2015, 450 millions de résultats nets. À comparer avec le business plan qui a été présenté au moment de l'IPO, on est en ligne, si ce n'est au-dessus du business plan. Maintenant, le marché boursier et la logique investisseur répond à d'autres impératifs. Il y a l'offre et la demande sur le marché, il y a l'exposition globale des investisseurs sur un secteur. Et donc, clairement, quand l'investisseur reçoit un newsfeed aussi peu positif sur un secteur, il a tendance à réduire son exposition sur ce secteur. Et notamment sans faire de cherry picking, c'est-à-dire choisir les quelques sociétés où il va investir et les sociétés où il ne va pas investir. Donc clairement, on a souffert de ça, mais alhamdoulilah, depuis le 1er janvier, on a de plus en plus de bonnes nouvelles arrivant de chez les promoteurs immobiliers, que ça soit qu'elles soient cotées ou pas. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur notre cours, puisqu'on a fait presque plus 35% depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier 2016. 2016. On reviendra là-dessus.
Alors, justement, si on devait parler de cette année 2016, comment se présente l'activité jusqu'à présent? Alors, déjà pour le premier semestre, on a fait plutôt un bon premier semestre, avec une croissance du chiffre d'affaires qui a affiché 30%, plus 30%, qui est en fait le reflet de la livraison de près de 3000 unités, majoritairement constituées d'habitat social. Pour rappel, Dar Saada, le cœur de son métier, aujourd'hui et même dans le futur, ça sera l'habitat social, hein, pour aussi rappeler ça. Donc la majorité des unités livrées, c'est de l'habitat social. Donc on a atteint un chiffre d'affaires de 878 millions de dirhams. Le résultat net aussi est en appréciation de 9% pour atteindre 168 millions de dirhams. Mais il n'y a pas que ces éléments-là à regarder. Il y a d'autres éléments financiers qui sont aussi au vert. Alors, premièrement, l'endettement qui est en quasi-stabilité puisqu'on est passé de 38% à 39% de taux d'endettement. Les créances clients aussi, élément important à regarder dans notre industrie. On est à un niveau de à peu près 4 mois de créances clients rapportées au chiffre d'affaires. Et donc, ces deux éléments aussi donnent une indication sur notre gestion du cash et notre création du cash qui aujourd'hui reste optimale. Très bien, donc vous démarrez plutôt bien l'année. Et je rappelle que Dar Saada est une entreprise qui publie des indicateurs financiers de manière trimestrielle. On le voit, rien ne vous obligeait à le faire parce que vous ne passiez pas par une crise comme la concurrence. Mais on remarque dans ces publications trimestrielles, c'est une remarque qui remonte souvent du marché, c'est qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous ne communiquez pas sur un chiffre d'affaires. Et un deuxième point, peut-être sur l'endettement, on y reviendra, mais déjà par rapport au chiffre d'affaires, vous ne publiez pas de chiffre d'affaires trimestriel. Alors, premièrement, je voudrais juste indiquer quelque chose, c'est qu'on est en contact permanent avec nos actionnaires à travers nos présentations post-semestrielles et post-annuelles. Vous venez d'en faire une d'ailleurs. Exactement. On est présent dans les forums internationaux d'investisseurs et puis tout simplement on a un email qui est sur notre site et tout le monde peut nous adresser soit des questions, soit des demandes de réunion et on est très très content de recevoir nos investisseurs. Alors ce qui ressort aussi de ce que nous remontent nos investisseurs aujourd'hui, c'est que premièrement, ils sont satisfaits des résultats de la société. En tant que société, on fait notre job, on délivre ce qu'on a promis. Deuxièmement, il y a un retour extrêmement positif sur notre communication financière. Aujourd'hui, on sort nos semestriels et annuels en français et en anglais en même temps. On a aussi un rapport annuel qui est détaillé avec une explication des chiffres et la décomposition du chiffre d'affaires et du résultat. Et c'est extrêmement bien apprécié par les investisseurs. Et il y a eu une remontée qui était assez récurrente, c'était on vous voit peu puisqu'il se passe 6 mois sans qu'on sache quoi que ce soit sur votre activité. Bon, notre activité elle est à long terme, hein. Notre process moyen c'est 36 mois. Mais effectivement, il faut donner à minima une indication à nos actionnaires, aux analystes qui suivent le cours, de juste l'activité, comment ça se passe, est-ce que ça continue à bien tourner? Et c'est ce qu'on fait en fait. On publie des indicateurs opérationnels qui donnent une indication claire sur l'activité. Pourquoi on ne peut pas montrer de chiffre d'affaires? Pour la simple raison qu'on est une boîte cotée et qu'on devrait montrer un chiffre d'affaires audité. Exactement. Donc on ne peut pas le montrer à ce moment-là. Ceci étant dit, sur les indicateurs opérationnels, bien sûr qu'on peut les communiquer. Effectivement, on a des livraisons, des préventes, etc., de la production et de la dette, justement. Alors sur la dette, vos concurrents sont en train de communiquer sur leur endettement en essayant d'embellir des fois la situation de leur endettement vis-à-vis du marché parce que le marché a décidé que pour votre secteur, c'est un indicateur important, entre autres, avec le cash, et vous en parliez tout à l'heure, des créances clients. On remarque chez vous qu'au contraire, il y a une légère augmentation de la dette. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour vous? Alors, effectivement, il y a une augmentation de la dette nette en millions de dirhams, en valeur, effectivement. Mais cette augmentation, en fait, elle accompagne aussi la croissance de l'entreprise. Ce qu'il faut regarder, ce sont les ratios d'endettement. Aujourd'hui, on a un ratio d'endettement qui est à 39%. Globalement, ce qui est accepté pour notre industrie,
c'est un maximum à 50%. Quand on regarde un autre indicateur qui est très important, c'est l'indicateur de l'EBITDA divisé par les intérêts. On est à peu près 3 fois et demi quand la moyenne est à 5. Donc, fondamentalement, l'entreprise est, on va dire, endettée d'une manière modérée, pas du tout excessive et pas du tout sous-endettée aussi, ce qui peut être un problème. La dette, en réalité, chez nous, reflète l'activité. C'est pour ça qu'on communique fortement sur la dette. On a fait le choix, il y a déjà plusieurs années de cela, d'utiliser ce qu'on appelle les CPI, les crédits de promotion immobilière, qui sont des crédits, pas comme les crédits classiques en fait, qu'on doit rembourser soit d'une manière in fine, soit d'une manière... amorti constamment. Exactement, où on amortit dans le temps, mais on utilise ces crédits qui en fait collent au cycle de notre business model. Et donc, chaque crédit CPI est collé à un seul projet. Ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, on utilise cette dette en tirage au fur et à mesure de l'investissement. Et le remboursement de la dette se fait en fonction des livraisons et des rentrées de cash qu'on reçoit. Et donc, ça colle parfaitement. Deuxième avantage de ces CPI, c'est que, quelque part, c'est un outil de risk management. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ces CPI sont liés à un projet, donc un projet qui est lancé. Donc, on ne peut pas prendre cet argent-là et l'utiliser pour aller dans une course à l'acquisition de terrain, comme ce qu'ont fait quelques promoteurs de manière générale. Dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs qui sont partis dans une course à l'acquisition de terrain et ça leur pose aujourd'hui un problème. Très bien, donc vous nous dites que finalement la dette pour vous c'est un indicateur d'activité. Dernier point sur ça, comment sont les conditions d'endettement aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez la baisse des taux par rapport aux banques, etc. Globalement, oui. On va dire qu'on arrive à mieux négocier notre dette par rapport à conditions de 2013 ou 2014, clairement. Il y a une confiance qui revient petit à petit chez tous les acteurs qui sont en lien avec le marché de l'immobilier. Très bien, mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je voudrais maintenant qu'on évoque vos perspectives à moyen terme. Alors, à quoi vous vous attendez? Alors, nous souhaitons continuer sur le même trend du premier semestre. L'entreprise est en ordre de marche pour ça. On continue à bien commercialiser nos projets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un stock d'unités déjà prévendues, encore à livrer, qui est de plus de 12 000 unités. 12 000 unités pour Dar Saada, c'est à peu près 2 ans de chiffre d'affaires. Donc on a confiance en l'avenir, donc à moyen terme. Et puis même les dynamiques du marché, et ça aussi c'est un élément qu'on aimerait éclaircir, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'articles qui sortent sur le marché de l'immobilier. Nous, on a une lecture très factuelle. On va utiliser des chiffres officiels pour essayer de comprendre un peu les dynamiques. Aujourd'hui, on a des chiffres disponibles du ministère de tutelle. Sur l'offre, notamment, on a vu une baisse de l'offre dans le social, par exemple. Quand je dis social, c'est l'habitat à 250 000. On a vu une baisse de l'offre en passant de 130 000 unités lancées en 2012 à 40 000 unités en 2014 et 60 000 unités en 2015. Donc il y a clairement un retour à la normale, on va dire, dans le lancement de nouveaux projets, clairement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrive dans une phase où on va avoir de moins en moins de nouveaux projets qui vont sortir sur le marché. Quand on regarde le besoin et la demande, là aussi on a des chiffres intéressants du ministère. Ils ont fait une étude importante sur l'immobilier. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a 500 000 foyers marocains qui cherchent à acquérir un appartement. Donc, je mets de côté tous les autres biens, les lots de terrain ou autres. Donc, je parle que des appartements. Il y en a 500 000 qui cherchent un appartement et qui veulent l'acquérir dans les 24 mois qui arrivent. Et c'est de la demande, on va dire, qualifiée. 65% de ces gens-là, donc à peu près 300 000 foyers, ont un budget qui est adapté pour l'habitat social.
aujourd'hui. Sachant que chaque année, il y a un flux additionnel qui arrive sur le marché d'à peu près 200 000, tous segments confondus. Le Maroc, c'est un pays jeune et fondamentalement, on a un besoin en habitat qui est fort et il sera encore plus fort dans le futur. Vous remarquez que je parle de besoin et non pas de demande. Pour traduire ce besoin en demande, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est le financement. C'est premièrement le coût de ce financement, la quantité de financement, les conditions mises par les banques, ce sont des éléments importants. Deuxième élément aussi qui va influer fortement sur ce passage besoin à demande, qui est la macroéconomie en général, la création de jobs, la confiance qu'ont les gens dans leur emploi actuel. C'est ce qui fait aussi que les gens décident d'acquérir un bien. Mais fondamentalement, ce besoin, il va falloir qu'il soit résorbé un jour ou l'autre. Ce n'est pas une acquisition de biens comme n'importe lequel, c'est un besoin qui est primaire. Très bien, c'est très clair. Avant de vous quitter, si Khalil, une question, ça a bien circulé la semaine dernière en bourse. On parle de votre entreprise en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce qu'il y a des projets à l'étude? En fait, on étudie tout le temps des opportunités. En Afrique, au Moyen-Orient, on a regardé beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, on va dire le fruit de nos recherches et on va dire notre contact avec le terrain sur place ont fait qu'on a fait un choix déjà, c'est de nous diriger vers la Côte d'Ivoire. C'est le pays le plus développé en termes financiers, avec une administration qui est éduquée, et donc c'est un pays qui est prêt à accueillir on va dire un programme qui ressemble à l'habitat social. On y va avec beaucoup d'humilité. On n'y va pas en terrain conquis, on ne veut pas reproduire le modèle marocain là-bas, on va s'adapter là-bas. Donc on va y aller petit à petit. Un calendrier pour ça? On est en phase de finalisation de l'acquisition d'un terrain de 40 hectares et on est en phase d'études techniques. Parfait. En parallèle, on est en train de faire une étude marketing pour comprendre les besoins du pays. Donc, dès qu'on finira cette partie-là, on va dire qu'on va procéder très vite au lancement du projet. Donc, ça peut être très très vite dans les 1 an et demi qui viennent. Ok, il n'y a pas d'autres pays à l'étude pour l'instant? Si, il y en a d'autres, on verra. Très bien. On va vous annoncer ça en exclusivité. Très bien, merci beaucoup Khalil Mengaz. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie et des relations institutionnelles chez Espace Saada. Mesdames, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.